Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler achat de van et ce qu'il faut vérifier avant d'acheter un van, comment ça se passe en Nouvelle-Zélande, mes petits conseils pour ne pas se faire avoir et ne pas tomber en panne en plein milieu de road trip, en plein milieu de nulle part. Par contre, je suis un peu malade, donc je parle un peu du nez, vous m'excuserez. Pour remettre un peu dans le contexte, nous, on est en Nouvelle-Zélande avec mon copain depuis 7 mois maintenant. Donc on a acheté notre van en septembre à 17 000 $ néo-zélandais et on l'a revendu là fin mars. Après 2 mois de galère pour le vendre, on l'a vendu à environ 14 500 $, 7 600 €. En fait, on l'a revendu en euros et pas en dollars néo-zélandais, donc on a reçu 7 600 €. Mais le dollar néo-zélandais en ce moment bouge beaucoup. Donc au moment où j'ai tourné, ça correspondait à 14 500 $ et là, ça correspond plus à 14 800 $. Dans tous les cas, toutes les conversions que je vous mets dans la vidéo, c'est au moment de la publication de la vidéo, mais ça peut bouger, c'est vraiment juste pour donner une idée. Voilà, donc ça fait une différence par rapport à l'achat, mais qui s'explique par la saison, on en reparlera tout à l'heure. Avant d'acheter un van, il faut bien comprendre la différence entre un van self-contained et un van non self-contained. En gros, c'est un van qui est autonome et un van qui n'est pas autonome. En Nouvelle-Zélande, c'est beaucoup plus simple d'avoir un véhicule qui soit autonome parce que la majorité des free camps pour dormir la nuit ne sont disponibles que pour les véhicules autonomes. Donc si vous n'en avez pas, c'est quand même possible. Il y a des campings et il y a aussi des spots qui sont mis à disposition par le gouvernement néo-zélandais, mais qui sont payants. C'est pas hyper cher, mais c'est quand même à prendre en compte. Donc nous, on avait acheté un véhicule autonome. Je vous renvoie à ma vidéo sur la van life que j'avais fait en octobre ou novembre, qui présente le van avec l'intérieur, etc. Donc en Nouvelle-Zélande, il y a soit les véhicules qui sont pas du tout autonomes, soit il y a les blue stickers, soit les green stickers. Pourquoi cette distinction? Parce que la réglementation des vannes self-contained est en train d'évoluer au départ. Le changement de réglementation devait être effectif au 1er juin 2025 et il a été repoussé d'un an, donc au 1er juin 2026. Donc avant cette réglementation, un véhicule autonome, l'été, quand il avait un bidon d'eau claire et un bidon d'eau grise. Et avec un toilette qui n'était pas nécessairement fixe, qui pouvait être un toilette portable. Maintenant, avec la nouvelle réglementation, vraiment, la différence majeure, c'est le toilette. Avant, il pouvait être simplement portable. Maintenant, ça doit être un toilette fixe. Donc, le blue sticker correspond à l'ancienne réglementation et le green sticker à la nouvelle. S'il y en a qui sont intéressés pour plus de détails, n'hésitez pas à aller sur le site du gouvernement néo-zélandais qui détaille vraiment tous les critères à respecter pour correspondre à la nouvelle réglementation. Qu'est-ce que ça change dans les faits? Alors jusqu'au 1er juin 2026, si vous avez un blue sticker, vous êtes quand même considéré comme encore autonome, même si, attention, il y a des régions en Nouvelle-Zélande, notamment sur l'île du Sud, qui n'acceptent plus les stickers bleus. Et donc, vous n'avez pas accès à la majorité des campings gratuits et vous devez passer par les campings du DOG, donc du gouvernement néo-zélandais. Maintenant, concernant l'achat du van, il faut bien comprendre que le marché du van et des véhicules aménagés en Nouvelle-Zélande est extrêmement influencé par les saisons. Parce qu'ici, tout le monde arrive à peu près en même temps et repart à peu près en même temps. Donc, tout le monde achète son van à la même période et tout le monde le revend à la même période. Déjà, il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, les saisons sont inversées par rapport à la France. Donc, majoritairement, les gens qui font comme nous 1 an de PVT arrivent entre septembre et novembre et ils repartent à la fin de l'été entre janvier et mars. Donc, la haute saison pour acheter un van, c'est-à-dire là où les prix vont être le plus élevés, c'est entre septembre et décembre. Et la basse saison, c'est de avril à août, donc en hiver. Idéalement, si on ne veut pas perdre d'argent sur l'achat et la revente du van, voire gagner de l'argent dessus, il faut acheter son van entre février et avril, donc à la fin de l'été, début de l'automne, début de l'hiver, parce que beaucoup de personnes vendent leur van
à cette période-là puisqu'ils quittent le pays et il y a beaucoup moins de personnes qui rentrent sur le pays et qui donc achètent le van. Donc beaucoup d'offres, peu de demandes, le prix baisse. Et l'idéal est ensuite de le revendre fin octobre, début décembre, puisque c'est là que la majorité des personnes arrivent et donc qu'ils achètent leur van. Beaucoup plus de demandes que d'offres, le prix augmente. L'impact de la période et des saisons n'est vraiment pas à négliger parce que les prix changent du tout au tout. Nous, pour notre van, donc un vrai van, un Mitsubishi L300, on ne parle pas d'une voiture aménagée, etc. En septembre, octobre, en début d'été, on le trouvait en moyenne entre 17 000 voire 20 000 dollars. Ça pouvait même aller au-dessus de 20 000 si vraiment il y a des équipements importants à l'intérieur comme des planches de surf, qu'il est très récent avec très peu de kilomètres, etc. Et par contre, là, si on regarde maintenant en février, mars ou même maintenant en avril, là déjà 16 000 dollars, c'est déjà élevé pour le prix du marché. On est plus entre 14 et 16 000 dollars, je dirais. Donc la différence, elle est vraiment énorme. C'est pour ça qu'en préparant son voyage, c'est vraiment important de réfléchir à quelle période on achète et on revend son van et comment on veut organiser notre trip autour de ça. Maintenant qu'on connaît un peu la réglementation, les différentes périodes et comment ça fonctionne, je vais vous donner quelques conseils pour acheter votre van. Alors pour moi, les critères essentiels en Nouvelle-Zélande, c'est déjà d'avoir un véhicule qui soit de moins de 20 ans, de moins de 250 000 km. Généralement, s'il est plutôt récent avec peu de kilomètres, il y a moins de chances qu'il y ait des gros problèmes pendant votre trip. Ensuite, pour ce qui est de l'aménagement intérieur, pour moi, une des choses essentielles, c'est d'avoir une cuisine intérieure. Parce qu'ici, la météo est extrêmement changeante. C'est-à-dire que même si on est en été, il peut y avoir tout d'un coup une averse, on ne sait pas pourquoi. Il y a énormément de vent. J'ai vu énormément de personnes sur les free camps cuisiner à l'arrière de leur van, où ils étaient avec leur veste, sous la pluie, avec le vent qui éteignait leur feu, etc. Franchement, c'était une galère. Et nous, on avait une cuisine intérieure et vraiment, c'était un confort de fou. Ensuite, ce que je recommande, c'est au niveau du changement entre lit et table, un système qui soit très rapide, pratique et facile. Nous, c'est vrai que c'était pas le cas, on n'a pas fait attention à ça en achetant le van, mais nous, notre lit, il était en 3 parties, 3 matelas, et c'était des planches. Et en fait, pour passer du mode lit au mode table, il fallait sortir toutes les planches et les matelas à l'extérieur du van, mettre la table et ensuite les matelas qui faisaient le lit, on était obligé de les laisser devant, vraiment dans la cabine conducteur, parce que sinon il n'y avait pas forcément la place pour les garder à l'arrière quand on était en mode table. Et ça, c'est un inconvénient parce que ça fait beaucoup de manutention. Encore une fois, s'il y a du mauvais temps, c'est pas pratique, tout est mouillé, etc. Et ça prend beaucoup plus de temps. Et surtout, faire ça tous les jours, on a vite la flemme et assez rapidement, on arrête de mettre le mode table. Donc, je recommande plutôt, j'ai vu sur des annonces, des systèmes où en fait c'est une sorte de clic-clac. Donc en mode table, il est en mode canapé et pour le lit, juste à le déplier en mode lit. Mais il n'y a pas à enlever des matelas, etc. Aussi, de préférence, acheter un van qui est déjà équipé de petits matériels, c'est-à-dire les caisses de rangement, les gas cookers, de la vaisselle, ce genre de choses. Nous, c'était pas le cas parce qu'on a acheté à une personne qui venait de l'aménager. Donc on a été les premiers à vivre dedans et c'est vrai qu'il a fallu acheter toutes les caisses de rangement, les gas cookers, la vaisselle, etc. Donc c'est du budget en plus à prendre en compte. Sachant que l'idéal c'est aussi de ne pas prendre un van, vous seriez les 4e ou 5e génération de backpackers. Généralement c'est assez connu que les backpackers ne prennent pas forcément soin de leur van, c'est-à-dire qu'ils font pas forcément l'entretien mécanique qu'il y a à faire, que s'il y a des réparations, ils vont se débrouiller pour pas les faire. Tout le monde n'est pas comme ça et fort heureusement, mais ça peut être un risque, surtout s'il y a beaucoup de backpackers qui sont passés dans le van. Ensuite, pour acheter le van, au moment de votre visite, n'hésitez pas à tout essayer, tout tester, demander à passer en mode lit, en mode table, avoir toutes les configurations possibles, regardez si c'est pratique, pas pratique, si ça vous semble compliqué, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, tout tester. Tester la deuxième batterie, tester les ports USB, tester le panneau solaire, tester
tout. Parce que si vous ne testez pas et que vous l'achetez, vous pouvez vous retrouver avec des surprises. Aussi important de voir plusieurs vannes et de comparer. Ne pas s'arrêter au premier même s'il semble bien. Nous, c'est un peu une erreur, je pense, qu'on a fait, c'est qu'on s'est arrêté au premier. La mécanique était nickel. Et pour nous, c'était obligatoire que la mécanique soit nickel. Mais par contre, au niveau de l'aménagement, c'était pas fou. Et peut-être que si on en avait visité plusieurs, on aurait pu avoir un autre van avec une mécanique tout aussi propre, mais avec un aménagement plus pratique. Au niveau de la mécanique, démarrer le moteur et aller le tester sur route en condition. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la conduite, parce que conduite à gauche, vous n'avez jamais conduit un van ou que sais-je, n'hésitez pas à demander à la personne qui vend son van si elle peut vous faire le tour. N'hésitez pas aussi à regarder le moteur, sous le moteur. Il y a des choses très simples à vérifier. Par exemple, si le moteur est clean, qu'il y a 0 poussière, là il y a un problème. Je vais pas détailler ici toutes les vérifications mécaniques qui sont faciles à faire parce que déjà d'une, je suis pas mécanicienne, de deux parce que sinon la vidéo elle va faire 1 heure. Mais sur internet, il y a plein de sites qui proposent des listes de vérifications à faire avant d'acheter son van. Autre chose qui est en lien et pour moi qui est obligatoire, ne pas acheter un van sans faire cette étape-là, c'est la pré-purchase inspection. Les garages proposent des inspections avant d'acheter le véhicule, c'est-à-dire que vous allez les voir et ils vous font un compte-rendu hyper détaillé de tous les problèmes mécaniques, carrosserie, le véhicule peut avoir. Des choses que vous, qui n'y connaissez rien, ne pouvez pas savoir. Eux, ils vont vous les dire avec des photos tout détaillées. Ça va vous dire aussi s'il n'y a pas de problème. Et ça reprend tout. La courroie, le moteur, les freins, les pneus, les feux, les voyants, les essuie-glaces, la carrosserie. Vraiment, c'est hyper complet et c'est hyper important de le faire. Ne pas faire confiance aux vendeurs. Et important, n'allez pas dans le petit garage du coin qui est ami avec le vendeur. Donc moi, je vous recommande d'aller soit chez AA, ils sont indépendants, surtout ils ont un compte rendu type et en cas de problème qui n'aurait pas été mis dans la pré-purchase inspection, et ben au moins vous pouvez vous retourner contre eux. Mais la pré-purchase inspection est essentielle. Vraiment, je vois trop de publications sur Facebook des groupes de Français en Nouvelle-Zélande où on a discuté aussi avec des backpackers qu'on a rencontrés notamment au travail, etc. Qui ont tous eu des problèmes et ils n'ont pas fait cette inspection avant d'acheter le véhicule. Et s'ils l'avaient fait, ils auraient su que la courroie était à changer, que ça allait pas, que ça non plus, et ils n'auraient pas acheté le van en fait. C'est à peu près 200$, c'est les 100€ les mieux investis dans l'achat de votre van. Vraiment, c'est mieux de payer 100€ au moment de l'achat que 2000$ pour réparer une courroie. En même temps, pensez à demander l'historique des factures pour savoir quand est-ce qu'ont été faites les choses, si elles ont été bien faites. Et surtout, une personne qui vous dit que oui, ça a été fait, mais sans facture, sans preuve, elle peut très bien vous mentir, vous savez pas. Donc encore une fois, protégez-vous et ne faites pas confiance aux vendeurs. Ensuite, important, au moment de la vente, le WOF doit être à jour. Ça correspond un peu au contrôle technique en France. Autre vérification qui peut être bien de faire, c'est d'aller sur le site CarJam et de vérifier l'historique du véhicule. Il vous faut juste la plaque d'immatriculation et ça vous donne l'historique de tous les propriétaires, des WOF aussi, s'il y a des WOF qui ont été refusés, s'ils ont été repassés, s'ils sont valides. Et ça au moins, ça vous donne une idée de l'historique et de qui a eu le véhicule. Autre point, il y a beaucoup de personnes qui se disent que passer par un professionnel c'est mieux que passer par un particulier. Attention, ici c'est un vrai business pour les professionnels. C'est-à-dire qu'il y a des car dealers, leur gagne-pain, c'est d'acheter des vannes et de les revendre à des backpackers, même s'il est en mauvais état, et ils vont profiter d'être des professionnels pour user de votre confiance. Parce que vous vous dites c'est un professionnel, c'est sûr, il connaît, il sera en bon état, etc. Non, non, non. Et ils savent que les backpackers font plutôt confiance, n'y connaissent rien et avec du blabla, ils arrivent à vous entourlouper. Par contre, le fait de passer par un professionnel en cas de problème, vous rétractez et vous retournez contre lui. Donc, ça peut être une garantie que vous n'avez pas si vous passez par un particulier. Voilà pour ce qui est des critères et des vérifications à faire avant d'acheter son van pour éviter les arnaques. Dernier point qui va être très rapide, c'est les démarches administratives pour acheter le van, pour changer le propriétaire du véhicule.
c'est tout simple. Il faut remplir un formulaire papier dans une poste, dans un VTNZ, dans un centre qui est agréé pour le faire. Il y en a partout en Nouvelle-Zélande. Vraiment, en 5-10 minutes, le changement il est fait et vous ressortez avec un petit papier avec votre nom qui dit bien que le changement a été fait. Il y a aussi autre chose ici, c'est ce qu'on appelle le REGO, R-E-G-O, je sais pas trop comment on le dit. En fait, c'est une sorte de licence que vous payez et que vous devez renouveler. Si vous ne l'avez pas, s'il n'est pas à jour, vous n'avez pas le droit de rouler avec le véhicule. Vous pouvez se payer 3, 6, 9 ou 12 mois, c'est comme vous voulez, mais il faut le renouveler. Pareil, soit dans une poste, un VTNZ, comme le changement de propriétaire, vous pouvez le faire partout. Et petite précision, nous on n'avait pas à le faire, mais pour les véhicules diesel, il faut payer une sorte de taxe, c'est le RUC, R-U-C. Il faut payer pour un nombre de kilomètres et quand vous avez atteint ce nombre de kilomètres, il faut renouveler ce paiement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour d'à peu près tous les points pour acheter un van sans se faire arnaquer. Donc surtout si vous avez des questions, s'il y a des choses que j'ai oublié de préciser ou qui sont pas claires, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à liker et partager la vidéo. Et sinon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!